merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Frédéric Brioude, je suis pédiatre, de plus en plus versé dans la génétique. Et du coup, moi, j'ai été invité à parler dans ce séminaire d'épigénétique des maladies liées à l'empreinte parentale sur lequel je travaille beaucoup. Alors, je ne suis pas du tout épigénéticien. Nous, on se définit comme des empreintologues maintenant, mais voilà. On va voir un tout petit bout de l'épigénétique. Donc je suis ravi aussi de rencontrer beaucoup d'entre vous que je connais par mail, courrier, téléphone et de vous voir, ça me fait plaisir aussi. Je ne vais pas revenir sur les définitions, mais voilà, juste pour remettre bien cette présentation dans son contexte. Nous, on ne travaille pas du tout sur tout ça, là. Nous, on travaille sur cette toute petite partie de l'épigénétique qui correspond à l'empreinte parentale et donc qui est définie par l'expression différentielle d'un gène en fonction de son origine parentale. Donc, vous savez sans doute que la plupart des gènes de notre génome sont exprimés de façon équivalente à partir des deux allèles, l'allèle hérité du père et l'allèle hérité de la mère. Mais il y a un certain nombre de gènes qui vont échapper à cette règle, et donc ce sont ces gènes qu'on va appeler les gènes soumis à empreinte, et donc avec une nomenclature qui est un petit peu complexe, puisque les personnes qui ont fait la nomenclature ont défini des gènes soumis à empreinte maternelle lorsque c'est l'allèle paternel qui va s'exprimer, et des gènes soumis à empreinte paternelle lorsque c'est l'allèle maternel qui va s'exprimer. Donc pour des soucis de clarté, à chaque fois, moi, je vous parlerai de l'allèle qui s'exprime plutôt que parler d'empreinte maternelle ou paternelle qui n'est pas très pratique. On connaît environ une centaine de gènes soumis à empreinte dans le génome humain avec des structures qui sont relativement conservées au cours de l'évolution. Et en fait, ces gènes soumis à empreinte, ils ne sont pas répartis de façon aléatoire à l'intérieur du génome. Donc là, vous avez la cartographie du génome humain. Et en fait, chaque petite boîte rouge sur ce schéma représente un cluster de gènes soumis à empreinte. Et on le verra après, je vous l'illustrerai en détaillant la région SPE1-5. Mais ces gènes soumis à empreinte, en général, ils sont régulés par ce qu'on va appeler des centres d'empreinte ou ICR. Ce sont ces ICR qui vont porter les marques épigénétiques à l'origine de l'expression monoallélique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces régions soumises à empreinte, elles sont impliquées dans un certain nombre de pathologies. Donc on va appeler pathologies liées à l'empreinte, que vous connaissez très bien, et certaines pathologies que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi. Donc nous, on travaille beaucoup à Trousseau depuis des années sur les syndromes qui vont affecter la croissance fœtale, qui sont le syndrome de Beckwith-Winman et de Silver-Russell. Mais dans les maladies liées à l'empreinte, vous pouvez mettre dedans le syndrome de Prader-Willi, d'Angelman, les pseudo-hypoparathyroïdies, qu'on n'appelle plus comme ça d'ailleurs maintenant, les syndromes de Temple, de Kagami-Ogata, le diabète néonatal dont on a parlé ce matin dans le topo de Patricia Falk. Les mécanismes qui vont aboutir à des pathologies liées à l'empreinte, ils sont variés. Et en fait, là, ils vont varier même d'une pathologie à l'autre. Donc ce sont soit des mécanismes de duplication des lésions, soit des mutations, gains ou perte de fonction dans les gènes soumis à empreinte, des phénomènes de dysomie uniparentale, donc qui sont définis par la double contribution, soit paternelle, soit maternelle, à un locus donné. Et enfin, des anomalies épigénétiques qui peuvent être soit des gains ou des pertes de méthylation au niveau des centres d'empreinte. Donc, comme je vous ai dit, nous on travaille beaucoup sur la région 11P15, puisque cette région elle contient des gènes soumis à empreinte. Alors c'est une représentation schématique de la région 11P15 qui peut être différenciée en deux domaines. Donc un premier domaine qui s'appelle le domaine télomérique, qui contient un gène qui est très important dans le contrôle de la croissance fœtale, qui s'appelle IGF2, qui va promouvoir la croissance fœtale. D'ailleurs qui est impliqué également dans la tumorogénèse, puisqu'il y a de nombreuses tumeurs dans lesquelles on va avoir une augmentation de l'expression d'IGF2. Donc ce gène va promouvoir la croissance fœtale, et en situation normale, il est exprimé uniquement à partir de l'allèle paternel. Ce qui va s'exprimer sur l'allèle maternel, c'est un ARN non codant qui s'appelle H19. Et ce qui va contrôler l'expression de ces gènes, c'est la méthylation sur un premier centre d'empreinte qui s'appelle ICR1. Bon, je vous épargne la nomenclature officielle, qui est imbuvable. Donc nous, on va l'appeler ICR1. Et en situation normale, ICR1 est méthylé sur l'allèle paternel. Il y a un deuxième domaine. On pense aujourd'hui que ces deux domaines fonctionnent de manière complètement indépendante, même si c'est probablement pas aussi simple que ça. Le deuxième domaine, c'est le domaine centromérique, qui contient un gène important pour le contrôle de la croissance fœtale qui s'appelle CDKN1C. Lui, c'est un frein de la prolifération cellulaire, donc qui va ralentir la croissance fœtale. Et en situation normale, ce gène est exprimé uniquement à partir de l'allèle maternel. Et l'expression maternelle de CDKN1C, elle est gouvernée par la méthylation d'un deuxième centre d'empreinte qui s'appelle ICR2, et qui, lui, en situation normale, est méthylé uniquement sur l'allèle maternel.
Donc vous comprenez bien qu'en situation normale, on va du coup avoir une balance entre un gène qui va promouvoir la croissance fœtale qui s'appelle IGF2, qui est paternel, un gène qui va restreindre la croissance fœtale qui est maternelle et qui s'appelle CDKN1C. Donc en situation normale, on va avoir un bébé avec un poids de naissance normal. Mais vous pouvez aussi facilement comprendre que si on a un déséquilibre dans l'expression de ces gènes, ça va aboutir à un déséquilibre et une croissance fœtale anormale, soit une restriction de croissance, soit un excès de croissance. Alors quand Sylvie m'a contacté pour faire cette présentation, elle m'a dit qu'il fallait que je sorte un peu des sentiers battus sur ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors je ne peux quand même pas complètement passer sur les sentiers battus. Donc en 4 slides, je vous fais les sentiers battus du Beckwith-Windman et du Silver-Russell. Juste pour vous dire qu'il y a un consensus, on a réalisé un consensus international dont les recommandations ont été publiées. Je vous touche juste un tout petit mot sur les critères diagnostiques aujourd'hui du Beckwith-Windman. Donc avec des symptômes qu'on a appelés des symptômes cardinaux qui vont marquer 2 points. Je ne vais pas aller dans le détail parce que vous connaissez probablement bien ces symptômes. Et un certain nombre de symptômes qu'on a considérés comme suggestifs, qui eux vont marquer 1 point. Et juste pour vous rappeler qu'on a décidé que les indications de test moléculaire de la région 11P15 en cas de suspicion de Beckwith devaient se déclencher à partir de 2 points. Donc on a mis un seuil volontairement très bas pour éviter de rater des patients compte tenu du risque tumoral et des conséquences en termes de surveillance. Sur les mécanismes moléculaires, on retrouve en fait tous les mécanismes que je vous ai décrits en introduction de cette présentation. La cause moléculaire la plus fréquente, c'est les pertes de méthylation du centre d'empreinte ICR2, puisque c'est 2/3 des anomalies moléculaires. Dans ce cas-là, on va perdre CDKN1C. Ensuite, par fréquence, on a les disomies uniparentales paternelles de la région 11P15, donc avec une double contribution paternelle et une absence de contribution maternelle qui va aboutir à la fois à l'augmentation d'expression d'IGF2 et à la perte de CDKN1C. Et je vais passer sur les mutations CDKN1C qui ne sont pas d'origine épigénétique. Mais le dernier mécanisme, en fait, ce sont des gains de méthylation au niveau du centre d'empreinte ICR1, puisque cette fois-ci, on va avoir une augmentation de l'expression d'IGF2 à partir de l'allèle maternel qui va aboutir à la croissance excessive. Ce qui est intéressant dans ces différents mécanismes moléculaires, c'est que le phénotype va être variable, et en particulier le phénotype tumoral, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation très forte entre le risque de développer des tumeurs et le sous-type moléculaire identifié, en particulier avec l'identification de 2 groupes à haut risque, donc qui sont les 2 causes liées à une augmentation de l'expression d'IGF2, et l'identification d'un groupe à bas risque tumoral, qui est le groupe le plus fréquent, qui sont les pertes de méthylation d'ICR2, avec dans le consensus international un accord pour dire que ces patients ne devaient pas bénéficier d'une surveillance systématique par échographie abdominale compte tenu du faible risque de tumeur abdominale. Le miroir du syndrome de Beckwith-Windman, c'est le Silver-Russell, donc lui qui repose sur un diagnostic clinique qui est basé sur 6 critères, qui sont le retard de croissance intra-utérin, le retard de croissance postnatale, un périmètre crânien qui est relativement conservé par rapport au poids et à la taille de naissance, une asymétrie corporelle, des difficultés alimentaires sévères et une dysmorphie faciale tout à fait particulière, avec en particulier cet aspect de grand front bombant. Donc c'est un miroir clinique du syndrome de Beckwith-Windman, mais c'est également un miroir moléculaire, puisque pour environ 40% des patients qui ont un phénotype de Silver-Russell, on va trouver cette fois-ci une perte de méthylation au niveau du centre d'empreinte ICR1 sur l'allèle paternelle, qui va aboutir à une perte d'expression d'IGF2 et du coup au phénotype de restriction de croissance. Donc pendant très longtemps, en fait, quand on s'est intéressé à la physiopathologie de ces maladies, on s'est focalisé sur les gènes qui codaient pour des protéines, et en particulier sur le gène IGF2, puisque ça pouvait expliquer, d'un point de vue physiopathologique tout à fait simple, le phénotype de ces patients. Je vais sortir des sentiers battus pour aller maintenant, donc déjà élargir un petit peu sur d'autres maladies liées à l'empreinte parentale, et en particulier pour aller sur des concepts de physiopathologie, puisqu'en fait, nous aujourd'hui, en dehors du mécanisme moléculaire, on se pose beaucoup de questions pour essayer d'expliquer les différentes complications liées à ces syndromes. Et en fait, on va le voir, mais en fait, il existe un chevauchement clinique très fort entre les maladies liées à l'empreinte parentale. Donc nous, on s'intéresse depuis quelques années maintenant à ce qui s'appelle le syndrome de Temple, donc qui a été décrit par Madame Karen Temple, qui est une médecin anglaise avec qui on collabore beaucoup. Donc, qui a décrit le syndrome de Temple, donc qui est un syndrome de restriction de croissance fœtale avec en fait de nombreux signes qui overlappent avec le syndrome de Silver-Russell, mais qui présente également des petites particularités, en particulier ce qui a été décrit initialement, une hypotonie néonatale, des petites mains, des petits pieds, une obésité précoce qui va vous rappeler probablement un autre syndrome lié à l'empreinte qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi,
et quasiment de façon systématique des pubertés extrêmement précoces. Donc nous, on s'est posé un peu la question de pourquoi il y avait ce chevauchement clinique, alors qu'en fait, donc là c'est pour voilà, bien... C'est peut-être le téléphone. Donc ça, c'était bien pour illustrer le chevauchement clinique entre Silver-Russell, syndrome de Temple et syndrome de Prader-Willi, même s'il y a certains signes qui peuvent les différencier les uns des autres, mais on a quand même certains symptômes qu'on retrouve en commun. Le syndrome de Temple, il est lié à des anomalies de la région 14q32, donc qui contient également des gènes soumis à empreinte parentale, avec une organisation d'ailleurs qui ressemble à la région 11p15, puisque le centre d'empreinte qui gouverne cette région est également méthylé sur l'allèle paternel, donc comme le centre d'empreinte ICR1. Sur l'allèle paternel, ce sont des gènes qui codent pour des protéines dont on ne connaît pas très bien le rôle, à vrai dire, en particulier dans le contrôle de la croissance. Et par contre, ce qui va s'exprimer sur l'allèle maternel, ce sont des ARN non codants, soit des longs ARN non codants, soit des SNO-ARN ou des micro-ARN. Je vais essayer de continuer. Non, ça va aller. Alors du coup, nous, on s'est posé la question du chevauchement clinique. Et du coup, on a eu accès à des prélèvements de patients à la fois avec un syndrome de Silver-Russell confirmé avec perte de méthylation dans la région 11p15 et des patients avec syndrome de Temple qui avaient des anomalies au niveau de la région 14q32. Et donc, on a pu mener un certain nombre d'expériences. Et alors, on a bien pu confirmer que si on prend des biopsies cutanées de patients Silver-Russell, on a bien une baisse de l'expression d'IGF-2. Ça, c'était le résultat complètement attendu, mais qui a validé nos expériences. Mais quand on regarde l'expression d'IGF-2 chez les patients qui ont un syndrome de Temple, on a bien également une baisse d'expression d'IGF-2, alors que ces patients ont une méthylation au niveau du centre d'empreinte de la région 11p15 tout à fait normale. Donc on a cette baisse d'expression, comme pour les patients Silver-Russell. Du coup, on s'est posé la question du mécanisme, et donc on s'est posé la question des ARN non codants de cette région 14q32. Et donc ça, c'était le travail de thèse d'un de nos doctorants qui s'appelle Walid Abi Habib, qui a mis en évidence dans des modèles cellulaires que quand on surexprime les ARN non codants de la région 14q32 dans des modèles cellulaires, on est capable de baisser l'expression d'IGF-2 sans toucher à la méthylation du centre d'empreinte ICR1. Et de la même façon, quand on inactive les ARN non codants de la région 14q32, on est capable d'augmenter l'expression d'IGF-2. Donc ça évoque l'hypothèse d'un réseau des gènes soumis à empreinte où en fait les différents gènes, et en particulier les ARN non codants, vont s'entre-réguler les uns avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait les mêmes expériences à côté d'IGF-2 de deux gènes qui sont dans la région du Prader-Willi, et on a pu mettre en évidence de la même façon, merci, on a pu mettre en évidence de la même façon qu'il y avait des perturbations chez les patients qui avaient un syndrome de Temple dans des gènes qui sont dans la région du locus Prader-Willi sur le chromosome 15. Cette hypothèse du réseau, elle a été également étudiée dans d'autres maladies liées à l'empreinte, en particulier un papier de l'équipe de Benveniste qui travaille sur le syndrome de Prader-Willi et qui a mis en évidence dans un autre modèle de cellules souches dérivées dans des IPS dérivés de patients Prader-Willi qui avaient des dérégulations des ARN non codants de la région du chromosome 14 chez les patients qui avaient des syndromes de Prader-Willi. Donc tout ça va dans le sens d'un réseau de gènes soumis à empreinte. Donc qui est un peu une espèce de nouveauté qu'on essaye de décortiquer actuellement avec des approches plutôt de RNA sec. Donc la deuxième partie, je vais aller sur les formes familiales de maladies liées à l'empreinte, puisque très souvent quand on vous rend un diagnostic, très souvent on va vous dire que le conseil génétique est habituellement rassurant. Mais finalement, les choses se complexifient un peu et je vais finir ma présentation avec ces petites présentations. Alors la première, ce n'est pas des interrogations. C'est des choses qu'on commence à résoudre un petit peu maintenant sur les formes familiales de syndrome de Silver-Russell. Donc c'est des choses qui sont assez rares, donc qui nous, évidemment, sur le plan de la recherche étiologique, nous intéressent beaucoup.
Et en particulier, on a eu cette famille américaine, donc avec une mère et deux filles avec une symptomatologie tout à fait évocatrice de syndrome de Silver-Russell. Ils répondaient complètement au score clinique. Et de façon étonnante, sur le plan moléculaire, avec les investigations habituelles, on n'avait rien identifié. Et donc, par une approche d'exome d'il y a quelques années, on a pu mettre en évidence un variant pathogène dans le gène qui s'appelle PLAG1. Alors aujourd'hui, vous en avez sans doute entendu un petit peu plus parler, mais du coup, je vais détailler un tout petit peu ce gène, puisque pour nous, donc, ça a été une bonne surprise, puisque du coup, on a regardé un petit peu ce que c'était ce gène PLAG1. Donc PLAG1, en fait, c'est un oncogène, puisqu'il a été trouvé comme surexprimé dans de nombreuses tumeurs. Et ce qui avait été décrit à l'époque dans le gène PLAG1, c'est que c'est un régulateur positif d'IGF-2, puisqu'il est capable de lier un des promoteurs du gène IGF-2 pour augmenter sa transcription. Ce qui est intéressant également, c'est que ce gène PLAG1 est lui-même régulé par un autre oncogène qui s'appelle HMGA2. Et du coup, à l'issue de ces premiers résultats, on avait designé à l'époque un petit panel à façon qui comprenait PLAG1, HMGA2 et IGF-2, et on a screené les patients qui avaient un phénotype de Silver-Russell pour lequel on n'avait pas trouvé d'anomalie de méthylation. Et de façon intéressante, on a trouvé un autre variant de PLAG1, deux variants d'HMGA2 qui sont des variants, vous voyez, très probablement délétères, à chaque fois à l'état hétérozygote, et deux variants d'IGF-2, un hérité du père et un survenu de novo sur l'allèle paternel. Donc on a pu impliquer du coup cette voie, qui est la voie oncogénique HMGA2 PLAG1 IGF-2, comme étant une nouvelle cause de syndrome de restriction de croissance fœtale. Et surtout, on faisait la preuve qu'un gène soumis à empreinte, IGF-2, pouvait être à la fois régulé par des ARN non codants, ça c'est le modèle du syndrome de Temple qui nous l'a montré, mais pouvait également être régulé par des gènes qui, eux, ne sont pas du tout soumis à empreinte, comme les gènes HMGA2 et PLAG1. Je vais passer sur le in vitro pour gagner un tout petit peu de temps. Dans les perspectives sur les maladies liées à l'empreinte parentale, je vais du coup aller sur ce qui s'appelle l'atteinte multilocus. Jusqu'à il y a quelques années, à chaque maladie d'empreinte, on étudiait en fait le locus d'intérêt et puis on rendait la méthylation est normale ou la méthylation est anormale, ce qui confirmait le diagnostic. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'un certain nombre de patients qui présentent un phénotype d'une maladie liée à l'empreinte, avec l'anomalie de méthylation qui correspond, finalement va avoir une atteinte de méthylation qui va s'étendre à d'autres régions soumises à empreinte que la région initialement suspectée. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les publications le MLID, pour Multilocus Imprinting Disturbances, donc qui est défini pour la présence chez un patient d'anomalies de méthylation à au moins 2 régions soumises à empreinte. Aujourd'hui, ce qui est très débattu, ce sont les conséquences phénotypiques d'avoir une atteinte à différents locus par rapport à avoir une atteinte qui est limitée à un seul locus. Puisque en fait, le plus souvent, les patients vont exprimer une seule de ces pathologies, alors que l'anomalie de méthylation va être présente à plusieurs régions soumises à empreinte. Mais parfois, on peut exprimer le phénotype de plusieurs syndromes. Et donc, par exemple, alors ça, c'est des petites histoires de patients que j'ai eu l'occasion de suivre en consultation. On peut avoir l'association d'un patient qui a un syndrome de Beckwith-Winman et une histoire de diabète néonatal transitoire. Et là, très récemment, avec Cyril Mignot, on suit actuellement un patient qui a un syndrome de Beckwith-Winman et un syndrome d'Angelman. Les associations comme ça peuvent être multipliées à l'infini. La prévalence, elle n'est pas connue, puisqu'en fait, actuellement, il n'y a pas de critères pour vraiment définir l'atteinte multilocus. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de recommandation de rechercher à titre systématique chez ces patients la présence d'une atteinte multilocus. Donc on n'a aucune idée aujourd'hui de la prévalence de cette atteinte multilocus. Sur les choses vraiment nouvelles, et je pense que c'est des choses qui vont vraiment avoir des conséquences diagnostiques dans un futur probablement très proche, quand on s'interroge sur cette atteinte multilocus, depuis quelques mois, quelques années maintenant, on s'intéresse à ce qui s'appelle le complexe subcortical maternal complexe, donc SCMC, qui sont en fait un certain nombre de facteurs protéiques qui sont présents dans l'ovocyte et qui sont indispensables dans la maturation ovocytaire et dans le développement embryonnaire précoce. Donc ce sont des facteurs, en particulier les facteurs de la famille NLRP, mais pas que. Donc vous voyez ces différents facteurs comme PADI6, OEP, KHDCL3, DC3L. Donc ces facteurs en fait sont impliqués dans la maturation de l'ovocyte et
après la fécondation, sont impliqués dans le développement embryonnaire précoce, et en particulier dans l'établissement et le maintien des marques d'empreinte. C'est pour ça que c'est un complexe qui nous intéresse beaucoup quand on travaille sur les maladies liées à l'empreinte parentale. Pourquoi on s'y intéresse? C'est parce que depuis quelques années, il y a un certain nombre de variants qui ont été décrits dans les facteurs de ce complexe SCMC. Et le phénotype est tout à fait particulier, puisqu'en fait, ces variants, on les trouve chez les mères, et les conséquences phénotypiques, elles ne sont pas présentes chez la mère. La mère n'a aucun phénotype dans tous les cas qui sont mentionnés dans ces publications, mais le phénotype est présent chez les embryons, chez les fœtus ou chez les enfants. Donc là, par exemple, vous aviez cette histoire d'une maman avec des histoires de fausses couches à répétition, qui semble quand même être un facteur d'orientation pour rechercher ces variants intéressants. Et donc, vous voyez, dans cette famille, il y avait un premier enfant qui avait un syndrome de Beckwith-Wiedemann avec perte de méthylation du centre d'empreinte ICR2, mais une atteinte multilocus. Et il y a eu un deuxième enfant, une fille, qui présentait tout à fait le même phénotype. Donc là, en l'occurrence, c'était 2 patients Beckwith-Wiedemann. Mais vous voyez que là, par exemple, on avait une patiente avec un syndrome de Silver-Russell issu d'une première union, et à l'issue d'une autre union, un garçon qui avait un syndrome de Beckwith-Wiedemann. Donc on peut avoir du coup, donc dans ces variants pathogènes, le plus souvent ils se retrouvent à l'état biallélique. Il a été décrit actuellement quelques variants présents à l'état monoallélique dont on se pose l'implication finalement dans l'histoire de maladies liées à l'empreinte. Donc ce sont des mutations qu'on appelle du coup à effet maternel, c'est-à-dire que c'est la mère qui porte le variant pathogène, mais les conséquences elles ne sont pas chez la mère mais chez les embryons, les fœtus ou les enfants. Et les phénotypes sont théoriquement variables, puisque ça a été décrit chez des patients Beckwith-Wiedemann, Silver-Russell, chez des patients Angelman, et parfois avec des phénotypes non spécifiques d'une maladie d'empreinte. Ce qui semble être un élément d'orientation, encore une fois, pour la recherche de ces variants, ce sont les fausses couches à répétition, et c'est la présence d'une atteinte multilocus avec les difficultés de définition que je vous ai dit juste à la diapo d'avant. Donc juste pour conclure, je ne vais rien vous apprendre pour vous dire que les gènes soumis à empreinte sont des éléments centraux dans le contrôle de la croissance fœtale. Mais après s'être intéressé pendant très longtemps aux gènes qui codaient pour des facteurs, en fait, on se rend compte aujourd'hui que la régulation elle est complexe. On connaît depuis longtemps le contrôle par les marques épigénétiques au niveau des centres d'empreinte. On n'a pas du tout questionné les histones pour l'instant et c'est possiblement également une question d'avenir. On sait aujourd'hui qu'en fait, l'activité des promoteurs des gènes soumis à empreinte peut être régulée par des facteurs de transcription qui, eux, ne sont pas soumis à empreinte. Donc ça, c'est le modèle du réseau HMGA2 PLAG1 IGF2. Qu'il existe un réseau de gènes soumis à empreinte qui fait intervenir en particulier les ARN non codants de ces régions. Et aujourd'hui, on sait qu'il existe des facteurs ovocytaires qui vont être importants dans la régulation précoce des marques épigénétiques. Et du coup, les mutations vont être à l'origine d'atteintes multilocus. Et je finis par une dernière dia de perspective, et je terminerai par ça, pour vous dire qu'en fait, du coup, cette question, et en particulier le questionnement de l'atteinte multilocus, elle va nous forcer, nous, d'un point de vue diagnostique, à modifier nos techniques de diagnostic, puisqu'actuellement, la plupart des labos qui travaillent sur le diagnostic des maladies liées à l'empreinte, en fait, on va avoir des techniques qui sont dédiées à un locus. Et du coup, aujourd'hui, la tendance, elle est d'aller vers de l'application des technologies de séquençage à haut débit pour l'étude des marques épigénétiques pour avoir une définition plus précise de l'atteinte multilocus et en particulier pour identifier les familles pour lesquelles il y a des indications à séquencer ces fameux facteurs du complexe SCMC. On pense que ça peut impliquer des nouvelles régions soumises à empreinte qui actuellement ne sont pas impliquées en pathologie humaine et on pense également que probablement à l'avenir ça pourra aussi détecter des niveaux de mosaïque plus faibles que ce qu'on est capable de détecter actuellement avec les techniques standards. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et donc la vision du multilocus complexifie grandement les raisonnements qui déjà n'étaient pas forcément si évidents que ça quand on raisonnait à un seul locus, donc en multiloci. Ça va être un peu plus compliqué encore. Sylvie.
Je voulais remercier Frédéric parce qu'il a tenu son contrat. J'ai appris plein de choses et merci, tu as été vraiment sorti des sentiers battus. Là. Moi, c'est une question très très pratique de clinicien. J'arrive pas pour l'instant à dire qu'on surveille pas du tout là, les Wiedemann-Beckwith avec le mécanisme le plus courant. J'avoue que j'en ai eu un là, diagnostiqué très récemment. Je leur fais quand même une petite écho rénale. Au moins dans la première année, 2-3 fois. Alors en pratique, non mais... Parce que c'est quand même, d'accord, c'est plus faible, mais c'est quand même en fait, 2-3%. Le 2,6%, en fait, le problème c'est que c'est 1% de tumeurs intra-abdominales, parce que les autres c'est des rhabdomyosarcomes, donc en dehors de la cavité abdominale. Donc c'est ce fameux 1%. Alors quand on discute avec les oncologues pédiatres, ils disent 1%, il ne faut pas les surveiller. En pratique, moi j'expose aux parents et les parents qui disent on a envie de le faire, je leur prescris. Parce qu'il ne faut pas être fermé non plus, il y a les parents que ça rassure. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas être fermé. Le risque il est surtout à l'hépatoblastome. Les néphroblastomes c'est vraiment anecdotique. Donc le risque il est à l'hépatoblastome. Et aujourd'hui on sait que l'hépatoblastome, 80% c'est la première année. Donc je pense que s'il faut se focaliser, il faut se focaliser dans cette forme-là sur la première année. Puis après, je pense qu'on peut espacer un peu les c'est quand même pas très invasif, hein, une échographie. Non, mais je pense qu'il faut pas être fermé. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question quand on fait, parce que je pense que je vous ai souvent posé la question, quand on fait des diagnostics prénataux pour des translocations qui impliquent des chromosomes soumis à empreinte, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on cherche des disomies ou pas? Alors, moi, je ne suis pas cytogénéticien, mais quand on parle avec les cytogénéticiens, ils disent que oui. Donc voilà, je pense qu'il faut le faire. Après, la méthylation, c'est pas le meilleur outil, puisque sur des SNP arrays, on fait le diagnostic. Donc je pense que le meilleur examen, c'est de faire du coup des SNP arrays et pas forcément de la méthylation. Pour des raisons de facilité, c'est quand même beaucoup plus simple de faire une SNP array pour éliminer une disomie uniparentale. Mais les cytogénéticiens disent que oui. Alors je parle sous le couvert des sites. Enfin, en tout cas, Sandra. Oui, alors, oui, je vais parler. Ouais. Pour le 11, oui. Ouais. Et le 7, oui. Le 11 ou le 15. Tous les remaniements sur le 15, on recherche une méthylation systématique, que ce soit une inversion, n'importe quoi sur le 15. Enfin, moi, je fais toujours une méthylation sur le 15 et c'est beaucoup plus rare sur le 11.5, mais oui, il faut le faire. Le 14, non. Donc, j'ai le micro, donc j'ai une précision sur le multilocus. Est-ce que c'est une définition uniquement phénotypique, c'est-à-dire quand tu as un Beckwith-Wiedemann avec un Angelman, est-ce que ça veut dire que biologiquement, tu as des défauts de l'empreinte du Beckwith et de l'Angelman? Ouais. Là, alors on est en train d'expertiser une famille où il y a eu un premier enfant qui avait un Beckwith par perte de méthylation d'ICR2. On a répondu comme d'habitude, MLPA normal, pas de délétion. On a dit, vous inquiétez pas madame, pas de souci, ça va parvenir. Et puis ils ont eu un deuxième enfant avec un phénotype extrêmement sévère sur le plan cognitif, pas de langage à l'âge de 3 ans, etc. Et donc là, on vient de confirmer qu'il a bien un Angelman par défaut de méthylation de la région du chromosome 15, plus l'anomalie du Beckwith. Et en fait, ils ont une atteinte dans cette famille partout. Il y a même une fille qui est un peu Silver-Russell. Donc on est en train de chercher chez la mère, du coup, voilà, parce qu'on est vraiment dans cette hypothèse-là. Donc elle a été séquencée en génome et on est en train de regarder ce qui se passe. Bien, parfait, on va passer à la présentation suivante. Merci beaucoup en tout cas d'être sorti des sentiers battus.